Dominique Bourg, on vient d'avoir 4 témoignages qui tous rendent compte d'une fermentation, d'une capacité d'invention, de transformation qui sont fragmentées, diverses, locales. Votre problématique à vous, c'est quel outil de décision collective on peut avoir, on peut inventer pour faire face aux méga problèmes. Parce que la transition écologique, c'est quand même d'abord faire face à de méga problèmes. Et donc, vous avez le mot de la fin de cette journée pour essayer de nous inciter, de nous suggérer comment on peut emboîter les échelles d'action entre le local, le territoire, la capacité d'initiative dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et puis les méga problèmes auxquels la grande transition nous confronte. Oui, mais pour le coup, je crois que tout le monde a fait ça aujourd'hui, j'ai un peu envie de faire autre chose. Merci. Et je voudrais, si j'ai le temps, je développerai 3 questions qui ont toutes les 3 un lien avec la question de la structuration du débat public et avec la difficulté politique et démocratique à décider qui en suit. Et je voudrais pour la première revenir à la question du temps et du rapport du temps au savoir. Et ça sera une manière de rebondir sur des choses que j'ai entendues aussi dans l'après-midi, si vous voulez. Quand on parle, par exemple, de changement climatique, je vous dis tout de suite, attention au changement climatique, arrêtons de focaliser complètement. Le climat, c'est que simplement les conditions optimales pour que la vie sur Terre puisse s'épanouir. Si vous commencez par dézinguer le vivant, vous pouvez laisser tomber le climat. Hein, et on en est à peu près là. Alors, je reviendrai après, mais sur cette question du climat, on est sur un temps long sur la question du savoir. Si vous voulez, les connaissances se stabilisent sur les différents gaz à effet de serre et le fait qu'ils rendent la Terre habitable. Sans eux, il ferait moins 18 degrés sur Terre. C'est Tyndall, 1860, puis c'est toute une saga qui commence avec Horace Bénédict de Saussure à la fin du XVIIIe siècle. Début du siècle, avec Arrhenius, on commence à se dire qu'il pourrait y avoir un lien entre notre consommation d'énergie fossile et puis effectivement l'évolution du climat, mais on reste toujours sur un pas de temps comme on consomme assez peu par rapport à aujourd'hui en termes d'énergie carbonée. On est sur un pas de temps qui est toujours celui, en fait, naturel, du passage d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire ou vice-versa au sein du Quaternaire. Les choses commencent à accélérer quand on commence à mesurer dès la fin des années 50 la concentration de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, plus précisément dans l'atmosphère. Vous avez un premier rapport au président des États-Unis dans les années 60, 72 le rapport Barbara Ward, René Dubos, vous avez un demi-chapitre, nous n'avons qu'une Terre, qui est déjà consacré à la question du climat. Vous avez dès le début des années 70 les 2 premiers modèles climatiques, etc., etc. Passons aux années 90, on est très optimiste, n'est-ce pas Jacques, tu t'en souviens? C'est une époque où en fait on peut constater une baisse de l'intensité matérielle de nos économies, une baisse de l'intensité carbone, une espèce de délire technologique qu'on a oublié à un moment donné puis qui est revenu avec les transhumanistes, mais bon, on pense qu'on va tout régler. Et puis durant la première décennie de ce siècle, et plutôt dans la deuxième moitié de cette première décennie, on prend conscience du fait que, si vous voulez, la perturbation du cycle du carbone, elle n'a rien à voir en termes de temps avec la durée physique d'une molécule de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Un siècle et demi, on s'aperçoit que c'est sur un temps très long. En fait, dans 10 000 ans, il restera toujours 35% des gaz à effet de serre qu'on aura émis. Dans 100 000 ans, il y a toujours 7% qui resteront qu'on ne saura pas résorber. Et les effets indirects sur le vivant, eux, vont porter sur des millions d'années. Et donc, pendant très longtemps, on est resté sur un sujet qui paraissait très lointain. Le GIEC nous parlait toujours de moyenne de température à la fin du siècle. Donc, passez-moi l'expression, mais on n'en avait rien à foutre. Et puis, en fait, en un an, vous avez bien entendu, en un an, avec le rapport SR15, donc le rapport sur les 1,5 degrés, le timing a changé. Et là, on a dit aux gens, attention, pour éviter les 1,5 degrés, c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans la polémique là autour, mais vous avez 10 ans, et en 10 ans, vous devez réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié. Bon, et donc en fait, et on a commencé à développer, à faire passer dans l'espace public ce que ça signifiait. Et le rapport SR15 était très important, la différence entre 1,5 et 2 degrés. On a commencé à faire comprendre aux gens que le climat, c'est un des paramètres fondamentaux du système Terre. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vécu avant. Arrêtez ces conneries. On a déjà eu des épreuves, etc. On était déjà très peu nombreux. Et quand on passait d'une ère glaciaire à interglaciaire, ça durait des milliers d'années. Donc arrêtons ça. Là, on est confronté à quelque chose, à un pas de temps
hyper resserré. Et donc, en fait, si vous voulez, on est passé du moment où on se disait « on a le temps », on s'en fout, au moment où on se dit « on n'a plus le temps », bah, du coup, on s'en fout aussi. Et vous avez pu constater que ça ne bouge pas plus. Donc, en fait, je veux bien, il ne faut pas se tétaniser, il ne faut pas avoir peur, etc. Attendez, arrêtons tout ça. Enfin, on est face à un problème dramatique. Et maintenant, vous ajoutez à ça, et là, le temps est allé encore beaucoup plus vite. Vous ajoutez à ça ce qui se passe du côté du vivant. Il y a 4 ans, je vous aurais dit oui, on est dans une dynamique de 6e extinction. Il y a eu 5 extinctions avant nous. Une extinction, c'est quand entre un temps T et T1, vous avez jusqu'à 75% des espèces qui disparaissent. En général, c'est quand même sur une période relativement longue. On se dit, bon, on est loin des 75%. On s'en fout. Il n'y a pas de problème. Et là aussi, on a une histoire épistémique, si vous voulez, qui est très vieille. Ça remonte au 19e. Et là, en l'espace de... Alors, il y a déjà eu le papier de Barnowski qui a commencé à secouer, mais là, en l'espace de 2 ans, on a pris conscience du fait que par rapport au vivant, on est confronté à un effondrement extrêmement rapide. Des plantes, des insectes, puis vous remontez. Sans parler des bactéries, parce que les bactéries, ce n'est pas dans la biodiversité unicellulaire. Mais les bactéries des sols, et dans la brousse, on ne trouverait plus beaucoup. Donc, on a un véritable effondrement du vivant autour de nous. Et ça, c'est pareil. Paf! On passe du moment où on pensait qu'on avait le temps, à un moment, on se rend compte que c'est presque trop tard. Et quand on parle d'anthropocène, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, les conditions d'habitabilité de cette planète, dans les décennies qui vont venir, quoi qu'on fasse, se pégeront. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens à l'action, ça veut simplement dire que l'action, elle est là pour pouvoir réduire le degré de péjoration. Et pas du tout de faire... on va résoudre la question du climat. Ça, c'est le grand mythe occidental. On résout nos questions avec les techniques. Et là, Tintin, vous pouvez courir. Donc là, vous voyez très bien que, du coup, on a bien structuré le débat autour de la question du savoir et du temps. Et vous avez vu que le savoir, c'est une chose, mais la manière dont on le perçoit est tout aussi importante que le savoir lui-même, et même beaucoup plus décisive pour l'action, et qu'on est passé sans transition à 2 moments qui rendent l'action très très difficile. Et moi, je fais le pari qu'un type comme Trump, vous imaginez le type d'estime que je peux avoir pour lui, mais en fait, quelque part, c'est des gens qui sont paniqués par la situation. Et Bolsonaro, pareil. C'est des gens qui s'accrochent à un passé. Je vais y revenir, je passe donc à mon deuxième sujet. Deuxième sujet, il y a quelque temps, on me disait, mais t'inquiète pas, l'écologie va finir par structurer le débat public. À partir du moment où l'écologie va structurer le débat public, ça sera génial, on va agir. Eh bien, je constate que c'est rigoureusement l'inverse. On a 2 manières de structurer le débat public autour de l'écologie. On a la manière brésilienne et la manière américaine. C'est-à-dire que, en fait, on le structure de manière négative. C'est-à-dire, soit vous acceptez le problème et vous êtes Alexandria Ocasio-Cortez, ok, on doit restructurer la politique là autour. Vous êtes pour la Pachamama, vous êtes amérindien, ça fait des millénaires que vous avez toujours structuré ça autour, donc c'est très clair. Ou vous êtes Trump ou Bolsonaro, un écologiste supportable ne l'est que mort. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut dézinguer, c'est ce qu'il faut détruire, y compris en détruisant la production, les conditions pécuniaires de production de connaissances scientifiques. 40% de crédit en moins du côté de Bolsonaro, c'est pas mieux du côté de Trump. Donc en fait, la structuration avec l'écologie a fait une focalisation, une polarisation, et on l'a à l'échelle internationale, qui va nous interdire d'agir les 10 années qui nous restent pour agir. Et puis vous avez la mode européenne. Alors on va même aller plus loin, on va prendre la mode française. Alors la France, c'est un gag total. C'est le seul pays où c'est comme ça. En France, le problème, c'est plus écolo que moi, tu meurs. D'Emmanuel Macron à comment elle s'appelle, Marine Le Pen, vous ne trouvez pas plus écolo. Quand vous entendez les discours d'Emmanuel Macron sur le climat et sur la biodiversité, même quand je les entends de ma Suisse, je dois dire que j'ai les larmes aux yeux. Mais ce garçon est extraordinaire. Il a tout compris. Il va agir rapidement. Je vous rappelle que l'action qui est faite par en termes de biodiversité du gouvernement, depuis la loi Elan jusqu'à le projet de réforme sur l'ONF, tout ce qu'on peut faire pour réduire les possibilités de recours en termes de défense de la biodiversité, on le fait. Donc c'est rigoureusement long terme. On a affaire là à un mensonge
Systémique. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est rigoureusement le contraire de tout ce qu'on fait. Mais ça n'a jamais troublé un électeur, vous le savez très bien. Et puis, vous allez du côté de Marine Le Pen. Alors là, c'est vraiment génial. Vous avez la solution absolue. Il suffit de donner un passeport aux abeilles, elles ne disparaîtront plus. C'est le localisme absolu sur tous les plans. Donc en fait, si vous voulez, l'écologie a bien structuré le débat public, mais la conséquence, c'est qu'on agit encore moins. Deuxième paradoxe. Et je finirai très rapidement sur une chose. On a cessé de nous parler de transition numérique et de transition écologique. Je suis vraiment désolé. Mais pour moi, c'est totalement contradictoire. Le numérique a fait repartir à la hausse l'intensité matérielle de nos économies, a fait repartir à la hausse l'intensité énergétique. C'est terrible pour le moment, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais avec une croissance annuelle de 10%. Le numérique a fait repartir à la hausse, selon les secteurs, le commerce international entre 40 et 70%. Et je dirais que sur le plan de l'imaginaire, le numérique, vous n'avez pas plus contradictoire que ce qui se passe avec l'écologie. Alors évidemment, vous pouvez avoir une vision de l'écologie, disons, très techno. Mais ce qui sourd dans la société, c'est pas ça. C'est une sensibilité au végétal. Si vous voulez faire un succès d'édition, tu veux qu'Émergence pète le feu, ben tu parles d'arbres. La sensibilité au végétal est très forte. La sensibilité à la cause animale est très forte. Elle se répand comme une traînée de poudre dans la société. Je n'ai pas le temps de développer. Mais en fait, si vous voulez, il y a un paradigme alternatif, qui est un paradigme lié au vivant, qui est en tout point contradictoire avec le paradigme numérique, qui est en parfaite continuité avec la modernité. C'est un imaginaire d'arrachement continu à la nature, d'imaginaire de vitesse, de puissance. C'est en aucun cas, évidemment, vous imaginez bien, un imaginaire de reconnexion avec le vivant. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc on a une contradiction matérielle et une contradiction spirituelle. Comment vous décidez et comment vous faites un compromis avec ça? Comme vous êtes gens plus avisés que moi-même, je vous laisse la réponse. Merci de votre attention.